Bonsoir à tous. Un grand merci d'être aussi nombreux ce soir. En fait, on avait lancé un pari il y a un peu plus d'un mois, donc on était large, en se disant qu'on allait faire une soirée de com sur le premier recours. J'avais l'ambition qu'on soit peut-être 50. Ben voilà, merci. Donc du coup, on va essayer d'être à la hauteur de cette soirée. Avant toute chose, je voudrais vraiment remercier tout particulièrement. Donc la préparation a été très tendue pour nous. Pas mal de couacs probablement dont on s'excuse par avance. On est en plein réajustement dont on va vous parler. Mais un grand merci à l'équipe de la coordination que je vais vous présenter, qui sans elle, on n'aurait pas eu de soirée. Je pense qu'ils sont sur les fronts depuis quelques semaines maintenant. Un grand merci à Léa de la fabrique graphique qui a travaillé encore jusqu'à 15h pour refaire des flyers et des logos. À Pierre de la société Unimage qui va filmer la soirée ce soir, je vais vous en parler. Et Sophie Vergeot et tout le bureau de la CPTS et le CA, sans qui on ne serait pas là ce soir. Et c'est une super aventure que nous vivons depuis 3 ans maintenant. Donc pour commencer, c'était juste vous faire un petit point sur la CPTS. Donc ça fait 3 ans qu'on est né, qu'on a porté des projets. On vient de balayer une année relativement compliquée pour nous, avec beaucoup de restructurations internes, de réorganisation dans le bureau, qui ont fait qu'on a pas mal pataugé ces derniers mois, mais avec une super dynamique malgré tout et une vraie volonté de construire des projets et de les porter surtout. C'est l'orientation qu'on est en train de prendre aujourd'hui, d'où cette soirée aussi qui marquait un tournant pour nous. Cette soirée, j'avais besoin de vous la présenter parce qu'on a 2 nouvelles recrues du coup dans les postes. On a la coordinatrice, donc Mylène Aguilar, ici présente, qui va se présenter tout à l'heure. Et on a Julien, voilà, Coco Steg-Hernandez, qui est assistant gestion administrative et comptable. On a essayé de redynamiser un peu la CPTS. On voulait refaire pas mal de travail de communication parce qu'en fait, ça fait quand même 3 ans qu'il y a des groupes de travail qui travaillent vraiment assidûment sur des projets, des parcours. On va essayer de vous les balayer ce soir, mais pas que. On était en pleine transition de charte graphique également. Donc, on est en train de revoir le logo, on est en train de revoir la communication tout court, les voix, les modes de flyer. On va essayer de travailler sur un site internet. Voilà, on voulait essayer de faire un peu différemment. Du coup, pour compléter tout ça, on fait un test ce soir. On a décidé de filmer la soirée pour faire profiter les absents et pouvoir le mettre sur notre site internet par la suite, avec un hébergement sur un site YouTube, donc voilà, et essayer justement de pouvoir permettre aux gens de reprendre un peu les informations qui seront partagées ce soir. On vous a aussi distribué des sacs dans lesquels vous avez l'ensemble des flyers et des moyens de communication dont on va vous parler ce soir. Ça vous permet aussi d'avoir des outils. On va se permettre aussi de vous envoyer ensuite à l'ensemble des adhérents dans les quelques jours qui suivent par voie numérique l'ensemble des flyers, des modalités d'adressage pour les parcours très spécifiques qu'on va vous présenter, voilà, et quelques documents et les contacts directs. Donc dans les sacs, vous avez des blocs-notes et des stylos si vous avez envie, mais voilà, sachez que vous aurez quand même toutes ces voies en numérique dans les quelques prochains jours. Et puis donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'intérêt de cette soirée pour commencer, c'était de vous présenter, de vous représenter le territoire de la CPTS, qui est un territoire d'action avec lequel on travaille de façon très assidue en inter-CPTS depuis pas mal de temps. Je vais te laisser la parole, Mylène, mais du coup, voilà, vous dire qu'on a récupéré la MSP de Lézan et ses 6 communes depuis le mois de janvier. Voilà, et que l'objectif, c'est de travailler ensemble. Mylène, je te laisse peut-être te présenter. Oui, alors, comme le disait Amandine, je suis la coordinatrice de la CPTS et je réalise en parallèle un Master 2 en santé publique. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai rejoint la CPTS à la rentrée en septembre 2025. Et ce sera aussi avec plaisir, dans un futur proche, de pouvoir mettre mes compétences en santé publique au service de notre territoire. Donc, on parlait de territoire. Donc, tu as parlé des 6 communes. Simplement, la CPTS,
je vais parler comme ça. La CPTS, elle est à l'initiative de cette soirée. Donc on va vous présenter des actions, des projets que l'on soutient, mais au-delà de nous, il y a bien sûr avant tout un territoire, justement, un réseau, des partenaires. Donc on aura la chance d'avoir plusieurs intervenants qui vont présenter les différentes possibilités d'accès aux soins de premier recours sur notre territoire. Voilà. L'objectif, c'était de vous présenter... Ah, il marche pas. Ouais, on est en bascule. L'objectif, c'était de vous présenter les parcours de la CPTS, donc encore une fois, mais pas que. Il y a un vrai travail de ville-hôpital qui est fait depuis quelques mois, qui a apporté plusieurs projets concrets. Donc ça nous paraissait important aussi de vous présenter les prochains projets phares de l'hôpital qui sont en lien direct avec les actions de la ville. L'objectif aussi, c'était de vous proposer des actions qui peuvent permettre, donc, dans la pénurie de soins que nous traversons, même si vous n'êtes pas professionnel adresseur ou médecin traitant adresseur directement, puisqu'il y en a de moins en moins, c'était aussi de pouvoir savoir un petit peu ce qui se fait autour de nous, quels sont les parcours spécifiques qui peuvent être proposés aux patients, les solutions que nous pouvons proposer, et de pouvoir déjà être renseigné pour pouvoir connaître et pour pouvoir être à l'initiative aussi de propositions aux différents intervenants que vous allez rencontrer ensuite, parler aux patients, etc. Voilà, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. On n'a rien oublié. On va laisser Lorraine nous présenter le centre d'examen de santé. Lorraine a travaillé quelques années au centre d'examen de santé, donc il nous paraissait pertinent qu'elle le présente. Bonjour. Du coup, même si je connais le bilan de santé à la sécurité sociale, j'ai quand même des petites notes. J'ai contribué pendant 4 ans et demi. Donc, l'examen de prévention en santé proposé par la CPAM est accessible à toute personne à partir de 16 ans. Il s'adresse en priorité aux personnes éloignées du système de santé en situation de précarité, à celles qui n'ont pas de suivi éducatif régulier ou qui recourent peu à des dispositifs de prévention. Donc, cependant, toute personne qui le souhaite peut en bénéficier, même en dehors de ces critères, par sollicitation directe. Donc, même vous pouvez y avoir droit. L'examen dure en moyenne entre 2 à 3 heures. Il commence par des échanges avec l'équipe de santé, portant à la fois sur la santé de la personne, mais également sur l'accès aux droits. Plusieurs examens peuvent être réalisés s'ils ne sont pas récents, comme une prise de sang complète si elle a plus de 12 mois, un dépistage des infections sexuellement transmissibles, des tests visuels et auditifs, si le dernier contrôle date de plus de 2 ans ou en cas de changement constaté. Selon les situations, l'âge, les pathologies, les antécédents, un électrocardiogramme ou une spirométrie peuvent également être proposés. Un point également est aussi fait sur les maladies chroniques, notamment dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. L'examen se termine avec un échange avec le médecin de prévention. Qui dit prévention dit pas de prescription et pas de certificat médical. Donc, lors de cet entretien, sont abordés les antécédents personnels, familiaux, ainsi que le quotidien de la personne. Un compte-rendu de l'examen est envoyé par courrier sous une dizaine de jours. Les résultats biologiques, quant à eux, sont adressés plus rapidement sur l'espace santé du patient. Le compte-rendu est également envoyé au médecin traitant si le patient en a un et s'il accepte qu'on lui adresse également. Si toutefois le patient n'a pas de médecin et qu'une pathologie est détectée, en partenariat avec le pôle santé ambulatoire, les médecins de prévention adressent ce patient directement au pôle. Donc ça, c'est l'examen de prévention en santé. Il existe également un examen individuel de prévention qui, lui, est beaucoup plus ciblé et d'une durée de 30 à 45 minutes et qui est proposé autour de préoccupations spécifiques comme l'alimentation, le surpoids, les addictions, l'hygiène de vie et la santé sexuelle. Dans tous les cas, pour bénéficier de l'un ou de l'autre, il suffit de se rendre soit à la sécurité sociale, au Disquet Boissier de Sauvage pour Alès, ou de contacter le 04 30 67 94 77, ou bien d'aller sur le site de la CPAM, et vous serez très bien accueillis. Merci.
Donc la présentation du centre d'examen de santé, elle existe depuis longtemps, elle n'est pas forcément connue par tout le monde et c'était aussi l'intérêt de vous montrer les patients peuvent y aller d'eux-mêmes. On peut aussi adresser des patients qui sont sans médecin traitant ou dont vous ne savez pas si vous pouvez effectuer la globalité du check. Donc à ce moment-là, le centre d'examen de santé peut commencer. La transition est faite avec la présentation du pôle santé ambulatoire pour ceux qui n'ont pas toutes les informations. On avait besoin de juste reclarifier aussi le contenu précis du fonctionnement du pôle santé ambulatoire. On attaque la 3e année maintenant. On va vous présenter une vidéo. En fait, on s'est dit que répéter les choses, ça commence à être fatigant et peut-être moins imprégnant. Donc on a choisi le canal de la vidéo qui va avoir vocation d'être à destination des professionnels de santé, mais aussi des usagers. L'objectif de cette vidéo, ça sera par exemple de pouvoir la mettre dans des pharmacies, des officines ou dans d'autres télés qui diffusent en fait de l'information pour pouvoir communiquer au grand public. Voilà, donc vous avez le flyer du pôle santé qui a été revisité, sur lequel on a reprécisé pas mal de choses, à savoir que ce qui est important, c'est que maintenant on propose directement aux patients de venir se présenter à l'accueil du pôle santé. Ça nous permet de pouvoir mieux trier les informations nécessaires à leur éligibilité ou pas, et de pouvoir programmer le rendez-vous dans une urgence plus ou moins relative en fonction des cas de figure qui se présentent. C'est parti. Le bassin alésien est un territoire sous-doté en médecins généralistes. Sur l'agglomération, 137 000 personnes vivent aujourd'hui sur le territoire. Parmi elles, plus de 10 000 patients n'ont plus de médecin traitant, dont certains souffrent de maladies chroniques nécessitant une surveillance médicale et des prescriptions régulières. Ces personnes font face à une réalité qui complique l'accès aux soins. Face à cette situation, des professionnels de santé de la CPTS, en lien avec les acteurs locaux, ont construit un projet innovant, le pôle de santé ambulatoire d'Alès. Alors le pôle accueille les patients de plus de 16 ans sans médecin traitant déclaré. Nous traitons en priorité les patients atteints de maladies chroniques, mais également en situation de handicap. Nous réalisons également les bilans de santé et de prévention des patients de plus de 50 ans. Ici, le patient a un médecin traitant déclaré, mais c'est une équipe de soins qui assure le suivi dans la durée. Nous sommes également un pôle de formation, d'encadrement et d'accueil pour les futurs médecins et les infirmiers en pratique avancée. Pour prendre un premier rendez-vous au pôle santé ambulatoire, il suffit de se présenter au secrétariat les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à midi et de 13h30 à 18h. Sinon, nous sommes également joignables par mail ou SMS. Le premier rendez-vous commence avec l'assistante médicale et un infirmier. Mon activité est de recueillir les informations administratives du patient, les premières données de santé et les éléments de mode de vie. Ma collègue infirmière approfondit ensuite les questions de santé pour bien comprendre les besoins du patient. Ici, il n'y a pas un seul professionnel référent, mais une équipe de 20 infirmiers et 8 médecins généralistes qui travaillent ensemble. Cette organisation permet aux médecins d'optimiser leur temps et par conséquent, de consacrer davantage de temps à l'écoute des patients. Chaque consultation débute avec l'infirmier qui fait le point sur la santé globale du patient, vérifie les bilans, les traitements et transmet une synthèse au médecin. Le médecin supervise la prise en charge, il prescrit si c'est nécessaire et valide les décisions médicales. On va changer du coup la galénique, on va lui faire le courrier pour le psychiatre. Toutes les informations sont centralisées dans un dossier unique, ce qui garantit un suivi cohérent, quel que soit le professionnel consulté. Le pôle de santé ambulatoire s'appuie également sur des professionnels dédiés à l'accompagnement global des patients. Le logement, pour le ménage, des documents. D'accord. Donc je suis Lorraine. J'accompagne les patients aussi bien dans leur démarche, que ce soit administrative ou de la prise de rendez-vous, mais aussi face à l'isolement et aux difficultés au quotidien. Je peux également vous accompagner dans le cadre de votre sevrage tabagique. Je fais des consultations en addictologie. Je reçois des patients atteints d'addiction à l'alcool, au tabac, mais aussi à tout autre produit. Les consultations se font dans l'écoute, dans la bienveillance et dans le respect. D'autres professionnels complètent cet accompagnement, notamment à travers des consultations d'éducation thérapeutique pour le diabète, la fragilité liée à l'âge ou la prévention des chutes. Constamment pendant 3 mois. D'accord. Donc nous, ça va nous donner une vision sur les 3 derniers mois, voir s'il y a eu beaucoup d'hyperglycémie ou non. Ok. Le manque de médecins sur notre territoire va durer encore plusieurs années.
L'objectif de ce modèle pluriprofessionnel est d'une part de redonner du temps d'écoute et d'échange aux patients, et d'autre part de pouvoir permettre au plus grand nombre de bénéficier de soins de qualité. Le pôle de santé ambulatoire d'Alès, c'est une prise en charge pluriprofessionnelle, une déclaration d'un médecin traitant auprès de la CPAM, un dossier médical unique et partagé et un accompagnement global dans la durée. Les consultations s'effectuent exclusivement sur rendez-vous. Le pôle ambulatoire n'assure pas la prise en charge des urgences. Le pôle de santé ambulatoire d'Alès, c'est aussi une autre façon de prendre soin, à l'écoute et au plus près des patients. Du coup, en vous présentant le pôle, c'était pas seulement faire la promotion du pôle, c'était aussi couvrir le territoire, encore une fois. Vous parlez des frontières, donc on travaille vraiment avec 2 inter-CPTS, entre Châtaigne et Micocoul, et entre 16 et Gardon, donc nord du département et ouest du département. Et en fait, on a forcément des zones frontières dans ces territoires. L'idée, c'est que le pôle et que tous les projets qu'on présente ce soir couvrent également les zones frontières. Je pense notamment à la Grand Combe, pour laquelle on avait fait le deal d'accepter vraiment les patients et de travailler avec les parcours sur ces zones-là qui ne sont pas officiellement sur notre CPTS dans les territoires définis. Vous avez vu dans cette vidéo des intervenants qui vont venir se présenter, tout simplement parce que ça va avoir un projet sur le territoire, et pas que pour les patients sans médecin traitant, mais aussi pour vos patients potentiels ou pour les patients dont vous avez une susceptibilité de prise en charge. Donc je vais appeler Hélène, si tu es d'accord, pour venir te présenter. Donc Hélène est infirmière en pratique avancée. Bonsoir à tous, je suis Hélène Cerruti, je suis l'infirmière en pratique avancée du pôle santé, la première, pas la dernière visiblement. Ma mention est PCS-PPC. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pathologie chronique stabilisée, prévention et polypathologie courante. Autant vous dire que c'est un fourre-tout qui nous permet de prendre en charge énormément de patients. J'ai attaqué en juillet avec les patients de la maison de santé protestante, l'EHPAD, avec les patients d'Amandine Salanova. Ensuite, j'ai intégré le pôle santé. Parallèlement, j'ai aussi attaqué dans l'EHPAD de Saint-Ambrois où j'ai 130 patients. Et je m'occupe donc de tous ces patients qui sont atteints de pathologies chroniques, stabilisées, pas forcément. Nous avons, nous les IPA, en fait, fait une formation à la faculté de médecine pendant 2 ans. Pour ma part, c'était la faculté de médecine de Montpellier. Et ça nous permet en fait d'avoir une expertise. On peut faire tout ce qui est du suivi de la clinique, la prévention, et ensuite faire tout ce qui est les consultations des patients. Le travail est un travail en collaboration. Les IPA ne peuvent pas s'installer tout seuls quelque part. Il faut travailler en collaboration avec un ou plusieurs médecins, puisqu'en fait, les patients, étant donné qu'ils ne sont pas toujours très stables, évidemment, il faut parfois changer, adapter les traitements. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on s'adresse aux médecins, celle qui est à ma gauche, pour ma part. Donc j'ai fait un choix, je ne suis pas du tout du Gard, je viens à côté de Montpellier. Mon choix a été fait de service à la population, donc de m'installer dans un désert médical. Alès n'est pas tout à fait désertification médicale, en voie, mais pas encore. Par contre, Saint-Ambrois-l'est. Donc j'ai quand même, je pense, plusieurs centaines de patients à l'heure actuelle. J'avoue, je n'arrive pas à faire le compte. Je travaille les jeudis et vendredis. Donc, comme je disais, je travaille au pôle santé en consultation. Je fais 2 EHPAD. Et ensuite, j'ai attaqué les visites à domicile pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Donc, à partir de maintenant,
si vous avez dans votre entourage des personnes qui ont besoin d'être suivies. Alors, je vais sur Alès et alentour, ne m'envoyez pas la Grand Combe, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut un passeport pour aller à la Grand Combe. Voilà. Vu que j'ai aussi un manque de temps. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées pour nous contacter. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Hélène. Du coup, l'intérêt de vous présenter Hélène, c'était vous montrer la progression de l'infirmière en pratique avancée sur le territoire et comment on a pu l'articuler. En fait, la venue d'Hélène, c'était vraiment sur la nouvelle clinique Bonnefond initialement, avec Franck Léveillé, qui est médecin sur Saint-Ambrois et Bessèges, donc pas du tout notre secteur. On avait fait un vrai travail de collaboration pour essayer d'initier le travail en partenariat avec les IPA et de tester en fait, et de voir un petit peu ce qu'on pouvait en ressortir dans notre pratique et dans nos difficultés. Il s'avère que ça a été super concluant. Nous allons probablement recueillir, enfin c'est quasi sûr, une deuxième IPA au mois de juillet sur le pôle santé. Et l'objectif était justement de pouvoir aussi développer les visites à domicile. Donc c'est quand même bien à expliquer, hein. Les patients sont toujours vus par le médecin quand même, hein. On ne sort pas des cadres réglementaires et on ne fait pas n'importe quoi. L'avantage, c'est juste qu'il y a plein de renouvellements et il y a pas mal de questionnements et de suivis qui peuvent être complètement gérés à distance quand il y a une évaluation médicale à domicile. Ensuite, donc, vous avez vu dans la vidéo Lorraine, qui nous a présenté le CES tout à l'heure, qui va revenir juste vous présenter. Donc, depuis le 5 janvier, on avait répondu à un appel à projet de l'ARS qui a permis de financer une médiatrice en santé. La médiatrice en santé, elle va vous la présenter, elle va vous expliquer sur les territoires environnants. À toi, Lorraine. Donc, rebonjour. Je suis Lorraine Hamache, je suis donc médiatrice en santé. J'ai été recrutée par la CPTS La Cévenole, où donc j'ai démarré ma mission le 5 janvier. Mon rôle en tant que médiatrice en santé, c'est d'aller vers les personnes éloignées des soins, c'est-à-dire des personnes en rupture de parcours, parfois en situation d'isolement, de précarité, ou encore sans médecin traitant, et qui ne savent plus comment raccrocher le système de santé. Pour beaucoup, les démarches sont devenues trop complexes, elles se retrouvent seules face à leurs difficultés. Donc concrètement, la base de mon travail, c'est d'abord l'écoute. C'est mon quotidien, c'est prendre le temps, rassurer, remettre de la confiance dans le soin et redonner du cadre. Mon accompagnement peut toucher à différents domaines, tels que l'administratif, le médical, le social, le psychologique, et même aider à retrouver un rythme de vie plus stable. Je me construis un réseau de professionnels avec les acteurs du territoire, notamment avec Reseda, le DAC 30, les centres médico-sociaux, le CCAS et l'ensemble des partenaires médico-sociaux. L'objectif est d'avoir des interlocuteurs identifiés pour faciliter les relais et rendre l'accompagnement plus fluide et plus efficace. Je peux également faire des recherches et de l'orientation en santé, aider à la gestion des rendez-vous, que ce soit la prise, la modification de rendez-vous, orienter et accompagner la personne vers le bon professionnel et dans la durée. J'ai aussi la possibilité de me déplacer puisque la CPTS m'a mis à disposition un véhicule, ce qui me permet d'aller vers les personnes et, si besoin, de les accompagner physiquement à leur rendez-vous, notamment ce que je fais demain. Je peux aussi me rendre à domicile pour des situations d'isolement et de précarité. Très souvent, cela permet de mieux connaître la réalité des difficultés. Elles ne sont pas toujours uniquement médicales, elles sont parfois et surtout sociales et psychologiques. Et à partir de là, on peut reconstruire les liens et remettre la personne en relation avec les bons interlocuteurs. Je peux également être présente lors d'une consultation si la personne le souhaite, pour aider à reformuler si nécessaire, à retranscrire, à clarifier la situation et pour que la suite du parcours soit plus simple et mieux comprise. L'objectif final, c'est que la personne puisse reprendre confiance et revenir vers le soin, retrouver de l'autonomie et redevenir actrice de sa santé avec un parcours plus stable et plus sécurisant. Donc, comment me contacter ? Donc, vous avez à disposition dans vos sacs des flyers et également mes cartes de visite. Alors, petite information, moi je ne fais jamais comme tout le monde. Sur le flyer, mon adresse mail n'est pas bonne. Je m'appelle bien Lorraine et pas Laurence. Donc, c'est pour ça que vous avez en primeur mes cartes de visite avec la bonne adresse mail.
Ce qui se passe, c'est qu'au dos des flyers, vous avez notamment une fiche d'adressage avec un consentement à faire signer au patient. C'est très important. Tout simplement, c'est pour visualiser l'accord du patient dans les démarches, pour que je puisse le recontacter et échanger sur la situation. Au niveau de mon organisation, donc comme l'a dit Amandine, je travaille les lundis, mardis, jeudis et vendredis au pôle santé ambulatoire, où j'ai un espace dédié. Et le mercredi, je suis sur le site de Reseda. Même si mon lieu de travail principal est au sein du pôle santé ambulatoire, excusez-moi, je ne m'adresse pas uniquement aux patients du pôle. Ma mission est territoriale. Je peux recevoir et accompagner des personnes adressées par des structures partenaires ou des patients de l'extérieur et les accueillir au pôle, même s'ils ne sont pas patients. Pour preuve, depuis le 5 janvier, j'accompagne 37 personnes. J'ai 37 personnes qui m'ont été orientées, 32 par le pôle santé, 3 par mes collègues médiatrices, 1 par une assistante sociale et une autre par le service territorialisé de l'autonomie. Donc juste pour terminer, sachez que nous sommes 7 médiateurs en santé sur 4 CPTS. Donc il y a 3 médiatrices sur la CPTS entre 16 et Gardon en Cévennes, 2 médiatrices à la CPTS entre Châtaigne et Micocoul, sur le territoire de Quissac, de Sauve et de Saint-Hippolyte-du-Fort. Un médiateur à la CPTS Regard, donc là c'est sur le territoire d'Uzès, et bien sûr, moi, à la CPTS à Cévenol. Donc n'hésitez pas, je suis là. Bonne soirée. Du coup, on a balayé en fait le soin de médecine générale et apparenté en fait sur les soins de premier recours à proprement parler strictement. Il paraissait aussi maintenant important de balayer tous les parcours qui sont existants pour que vous sachiez plus pratico-pratique comment orienter les patients et quel est le contenu exact des programmes. Guillaume ? Donc bonsoir à tous, moi je suis Guillaume Lénaud, donc je suis de formation, je suis infirmier, donc j'ai passé un diplôme universitaire d'addictologie et depuis toujours je suis très investi dans les problématiques avec des patients qui ont des addictions. J'ai pu rejoindre donc l'équipe donc de la CPTS donc dès le début et j'ai travaillé donc sur le parcours SAD donc avec le docteur Fab Philippe donc qui a pas pu venir ce soir. Donc Philippe Fabre donc, est l'expert médical du projet. Donc, et moi, je gère la coordination donc, du parcours SAD. Donc, qu'est-ce que le SAD? Donc, c'est un projet donc, que mène la CPTS de sevrage alcoolique ambulatoire donc, sur tout le territoire de la CPTS. Donc, ce projet donc, prend en charge des patients donc, qui ont une maladie chronique donc, à l'alcool et qui ont des dépendances physiques et ou, souvent les deux, psychologiques, donc à l'alcool, qui sont dans un besoin de passer à autre chose dans leur vie, qui ont des motivations et qui dans une dynamique d'aide. Et voilà, donc nous, on est là pour les accompagner du mieux possible et les aider dans leur démarche de sevrage. Donc ce territoire, donc, il est mis en place sur tout le territoire de la CPTS. Au niveau de l'organisation de notre parcours, vous avez dû voir passer donc, au mois de début janvier un petit flyer en fait, qui avait pour but en fait, de faire un repérage massif des patients. Ce flyer avait une mission en fait, c'était de faire du repérage, c'est-à-dire que le patient puisse s'évaluer et voir si en fait il abusait un petit peu d'alcool. L'idée, c'était faire du repérage et éventuellement d'avoir une possibilité de soins et de venir vers nous, du coup. Donc, une fois donc, ce repérage fait, le patient est orienté vers l'équipe de coordination et une évaluation addictologique est systématiquement faite par le docteur Fabre, donc du coup, médecin addictologue et expert. Du coup, cette évaluation en fait, initiale donc, inclut notre patient dans le parcours. Le patient donc, va rencontrer un psychologue
Donc, nous avons des psychologues partenaires du projet. Le psychologue va l'évaluer et va commencer en fait une série de consultations. Donc, le patient, dans notre parcours, a droit à 10 séances de psychologue. Ensuite, va se mettre en place progressivement la phase de sevrage, donc à domicile, fait par des infirmiers, donc qui sont tous formés à la dictologie. Donc, le sevrage à domicile se fait sur une période de 6 jours. Donc, l'infirmier passe, fait une surveillance clinique infirmière et réfère systématiquement au médecin coordinateur tous les soirs des données, voir si le patient supporte bien le sevrage. Donc, bien évidemment, si le patient supporte mal le sevrage, on arrête automatiquement. Voilà. Sachant que le patient a le droit de craquer en fait, dans son parcours. En addictologie, du coup, une rechute n'est pas considérée comme un échec, mais au contraire, on fait un travail, on revoit le patient en consulte addicto, donc avec la possibilité de les revoir sur le pôle santé ou en consultation autre. Donc, ce parcours, il est adaptable, c'est-à-dire que le patient peut faire un parcours complet, c'est-à-dire l'évaluation addicto, les consultations psycho et les visites infirmières à domicile, mais le parcours, il peut être adapté, c'est-à-dire faire des programmes incomplets. On a certains patients, du coup, qui sont rentrés dans le projet et qui ont vu que des psychos. Ça suffit, en fait, pour qu'ils prennent conscience de leurs problématiques. Ils avaient tellement de motivation qu'ils se sont sevrés tout seuls. On les suit, donc on les évalue à 3 mois, 6 mois et 1 an, avec des très, très bons résultats. Ou à l'inverse, on a été sollicité par des structures d'addicto, des XAPA notamment, qui avaient besoin de se servir du SAD pour uniquement la période de sevrage infirmière. On a fait les 6 jours de sevrage. Au 7e jour, ils sont partis en post-cure. Donc voilà, on module énormément le parcours. Et ce parcours, en fait, il est entièrement financé par la CPTS. Actuellement, depuis juin 2024, on a eu 42 demandes d'inclusion de patients. Un tiers des patients ont eu un parcours complet et un tiers ont eu des parcours partiels. Parmi les patients qui ont été, le tiers qui ont été exclus, c'était bien souvent pour des troubles psychiatriques non équilibrés, des maladies chroniques non stabilisées ou des demandes d'addicto qui étaient non élaborées. Donc on ne laisse jamais les patients sans réponse. Dans tous les cas, on les réoriente systématiquement vers une structure d'addicto ou vers leur médecin traitant pour traiter les problématiques qui ont empêché leur inclusion dans le SAD. Voilà, donc on a eu la chance sur le territoire. Bon, c'était un combat qui a été très difficile à mener parce que les patients qui ont des dépendances à l'alcool ne sont pas forcément très bien vus par les soignants. Donc on a eu une phase de démarchage des professionnels de santé, de formation, et leur faire comprendre que les patients qui avaient des addictions, notamment à l'alcool, mais à toutes les addictions, étaient des patients comme les autres et qui méritaient des soins comme tous les autres patients. Donc voilà, donc je pense que le résultat est plutôt bon et la feuille de route, elle continue à se dérouler. Et là, on est à 2 inclusions par mois, donc ce qui est pas mal. On a 3 psychologues qui sont hyper investis. On a une 40aine d'infirmiers qui sont sur le programme, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir et rejoindre l'équipe. Voilà. Merci Guillaume. Donc dans les choses importantes que je vais compléter, il y a 2 infirmières qui sont en train de se former pour compléter les consultations d'addicto. L'objectif étant, dans un futur, en tout cas optimiste, de pouvoir proposer peut-être des consultations d'addicto sans forcément le parcours SAD à proprement parler, pour des patients. Alors le pôle santé étant juste le lieu ressource, mais pas forcément la solution absolument. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir justement ouvrir à tous les patients du territoire et pas forcément que les patients du pôle. Hein. Encore une fois, pas d'amalgame. Voilà. Merci Guillaume. Ensuite, on appelle Sylvain pour le parcours des nutritions. Allô, oui. Alors bonsoir, donc moi c'est Sylvain Lefebvre, donc je suis diététicien. Je travaille notamment à l'hôpital d'Alès et j'ai aussi le plaisir de travailler ici avec vous à la CPTS. Alors j'ai 2 sujets de conversation préférés, j'en parle à tout le monde, c'est la CPTS, ça c'est mon premier sujet. Et le deuxième sujet, vous aurez deviné, c'est la dénutrition. Donc du coup là je suis trop content d'être là ce soir avec vous.
Alors du coup, pourquoi on a un parcours dénutrition? Alors je sais qu'on n'a pas trop de temps, donc je ne vais pas trop m'étaler non plus. Pourquoi on a un parcours dénutrition? Parce qu'il y a plein de raisons en fait. Parce que déjà la dénutrition, c'est une pathologie qui est très délétère pour les patients et qui est assez peu pris en charge en ville. À l'hôpital, on a plein de diététiciens qui travaillent très bien, mais en ville, on n'en a pas trop qui font de la dénutrition. Et en plus, la consultation diététique, elle n'est pas prise en charge. Donc vous, ici, grâce à Amandine, on peut financer la consultation diététique en ville. Et pourquoi c'est important aussi? Parce que prendre en charge une dénutrition, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut faire une enquête alimentaire, faire un suivi anthropométrique. Enfin voilà, il y a du boulot derrière. Et quand on fait des consultations médicales ou même une infirmière, on n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Donc nous, on est là, les diététiciens, pour faire tout ça, parce qu'on sait bien le faire. On voit beaucoup de patients dénutris. C'est notre spécialité et on adore faire ça. Enfin moi, en tout cas, j'adore. Alors, je suis un peu chauvin, mais je pense que le parcours des nutritions, c'est un des plus simples et des plus faciles pour l'adressage. Vous avez juste à envoyer un mail qui est juste en dessous, là. C'est moi qui le recevrai. Et après, moi, je fais tout le reste. Moi, j'appelle le patient, je vois avec lui si l'adressage correspond à ses besoins et je récupère toutes les infos que vous n'avez pas forcément eu le temps de demander au patient. Sinon, juste nous ce qu'on aime bien comme patient, ce qu'on veut comme patient, c'est des patients âgés, donc à partir de 60 ans, dénutris ou à risque de dénutrition. Si vous ne savez pas trop ce que c'est une dénutrition à risque, on les prend en charge aussi. Donc c'est assez simple, hein, un patient qui perd l'appétit, un patient qui a perdu du poids, voilà, ça peut déjà être un patient à risque, voire même dénutri. Un faible IMC aussi, enfin, voilà, il y a quelques infos sur les critères dans le petit flyer normalement. C'est ça, Amandine ? Voilà, merci. Voilà, il y a les petits critères, donc les principaux critères qui sont faciles à relever dans une consultation rapide. Et on intervient, ça c'est bien, on intervient au domicile du patient sur le territoire de la CPTS. Alors l'organisation du parcours c'est assez simple, donc vous m'adressez le patient par mail principalement. Pour ceux qui sont sympas, je vous donnerai mon numéro, ça peut aller un peu plus vite aussi. Moi j'appelle le patient pour essayer de bien valider l'inclusion et confirmer qu'il y a au moins un risque de dénutrition. Et ensuite, le patient il bénéficie donc d'un premier bilan si ça n'a pas été fait dans un établissement de santé, parce qu'on a aussi des patients qui sont adressés par l'hôpital ou les SSR ou les cliniques. Donc il peut avoir un premier bilan par une diététicienne à domicile. Et ensuite, on finance aussi 2 suivis sur 3 mois donc par la diététicienne de ville. Tout ça, ça se passe à domicile, parce qu'on sait que les patients dénutris, c'est des patients fragiles. On les fait pas déplacer, on va directement chez eux. Et bien sûr, tout ça, c'est entièrement financé par la CPTS. Je voulais dire autre chose. Ah oui, on peut passer à la diapo suivante, si tu veux bien. Merci Mylène. Donc le premier parcours, le premier volet, donc c'est la prise en charge individuelle. Et ensuite, pour compléter tout ça, on organise aussi pas mal d'ateliers tout au long de l'année sur des publics assez variés. Donc bien sûr les patients, s'ils peuvent se déplacer en atelier de groupe, c'est chouette parce que du coup, il y a aussi un peu plus d'échanges. On fait aussi beaucoup d'ateliers en ce moment à destination des auxiliaires de vie, parce que on s'était dit que c'était des professionnels qui intervenaient vraiment au plus proche du moment du repas pour le patient. Et on fait une grosse intervention, une belle intervention. Le prochain, c'est le 21 novembre 2026, pour les professionnels de santé exclusivement, qui s'appelle le Rallye de la dénutrition. Ça, c'est une super matinée sur laquelle il y a plein de petits ateliers pour les professionnels. C'est des petits jeux en équipe, voilà, c'est très sympa. D'ailleurs, je vois qu'il y a ma collègue là-bas de la maison de santé de Saint-Martin qui a participé cette année, l'année dernière, en 2025, et qui pourra aussi vous en parler. C'était chouette, non ? Elle rigole. Voilà, donc ça, c'est des ateliers qui se déroulent, c'est assez variable. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On en fait beaucoup à la maison des aidants, hein, surtout pour les patients et leurs aidants. On intervient auprès des résidents seniors, justement pour les résidents, donc API et Domitis pour la plus ancienne. Et les ateliers, en général, ils se font à la maison intercommunale sport santé. Voilà, ces ateliers ils sont aussi animés par des diététiciennes, hein, comme la prise en charge des patients. Et on a une petite équipe de diététiciennes en ville qui sont très gentilles, qui sont extrêmement vives et qui sont très compétentes sur ce domaine. Donc j'adore travailler avec elles. Et je crois qu'il y en a quelques-unes dans la salle. Je les remercie d'ailleurs. Voilà, elle me fait si.
Je les remercie pour leur travail. Voilà, donc si vous avez un patient dénutri, à risque de nutrition, donc perte d'appétit, perte de poids, vous m'envoyez un petit mail et moi je m'occupe de tout. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a une question là-bas? Je ne sais pas si on peut lui répondre. Ouais. Du coup, il va falloir parler très très fort parce que vous êtes tout au bout. Ah, c'est une très très bonne question. Je ne sais pas si vous avez tous entendu ou je répète la question. Non, si moi j'ai entendu, je pense que c'est bon. Alors ça, c'est une super question. Si vous avez un patient qui a des CNO, des compléments nutritionnels oraux, en général, nous, ce qu'on rencontre quand on voit des patients qui ont une prescription de CNO, c'est que le médecin ou le professionnel, il a juste mis 2-3 CNO par jour, sans forcément précision. Donc c'est hyper important qu'il y ait derrière un suivi diététique, parce que tous les CNO ne se valent pas. Il y en a où il y a 30 grammes de protéines, il y en a où il y a 8 grammes de protéines. Et ça, nous, c'est notre travail, les diététiciens, de calculer les besoins du patient et de savoir est-ce qu'il a besoin de compléments nutritionnels vraiment, ou est-ce qu'en enrichissement naturel, ça suffit. Est-ce qu'il a besoin de 3 CNO par jour, de 1 CNO, enfin voilà, tout ça, ça se calcule. Et c'est hyper important pour l'observance du patient et pour sa reprise de poids et sa reprise de masse musculaire. Donc nous, on va réadapter s'il y a besoin, on va optimiser la supplémentation orale. Et en général, s'il y a besoin de refaire une prescription, on envoie un petit message, moi j'envoie un petit mail où j'appelle le médecin qui a adressé le patient et on essaie de revoir l'ordonnance avec, s'il y a besoin, ou directement auprès de la pharmacie du patient. Voilà, je sais pas si ça a répondu à votre question. Ouais, voilà, super. Si vous avez d'autres questions, je suis là toute la soirée. Il y a aussi ma carte, je crois, et mon dépliant dans le petit sac. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout à m'envoyer un petit mail si vous avez même juste une question. Voilà. Du coup, je vais parler au nom du groupe Petite Enfance. Alors on a un groupe autour de l'enfant qui est très actif au sein de la CPTS. Et donc je vais vous présenter 3 de leurs actions qui sont en lien avec l'accès aux soins de premier recours. Une première action qui est une action de prévention autour de l'enfant de 5 à 10 ans jusqu'à l'adolescent qui présenterait un trouble du neurodéveloppement et qui présenterait des difficultés relationnelles et émotionnelles ou émotionnelles. Et donc une psychologue, donc c'est Marika Cadet, et l'ergothérapeute Estelle Brasseur réalisent un programme de 12 séances. Donc c'est un programme avec 12 séances avec plusieurs thématiques et donc l'enfant suit idéalement ces 12 séances pour apprendre à maîtriser ses émotions et renforcer l'affirmation de soi. Alors quand on parle que les séances sont entièrement financées par la CPTS, le parcours SAD et des nutritions, on en parlait, c'est plutôt avant tout pour dire que du coup il n'y a pas d'avance c'est gratuit pour les patients. Voilà, c'est l'intérêt de vous transmettre cette information. Donc ça a lieu les mercredis. Elles sont situées au pôle santé bien-être à Saint-Privat-des-Vieux. Vous avez donc un mail direct pour les inscriptions. Ce programme-là, qui s'appelle quand même Atelier Koala Confiant, est très vite complet. Les prochaines sessions, que ce soit pour l'enfant ou l'adolescent, sont en septembre. Voilà. Il y a une autre action de prévention, toujours autour du trouble du neurodéveloppement, qui s'appelle Atelier Parents. Donc c'est un temps d'échange dédié aux parents. Donc il n'y a pas les enfants lors de ce temps d'échange. Des parents qui ont des enfants avec trouble du neurodéveloppement. Donc c'est vraiment un espace informatif, mais aussi de soutien. Donc c'est animé par les mêmes professionnels. Également avec gratuité pour les patients, les parents. Ça a lieu une fois par mois. Des places sont encore disponibles sur les prochaines sessions. Donc 17 février, il y a encore des places. Et s'en suivent mars, avril, etc. chaque mois. Pareil, les inscriptions se font directement via l'adresse mail que vous avez. Et vous avez également les flyers dans les sacs. Voilà. Une troisième action que l'on peut présenter par rapport à ce groupe, c'est une conférence. Alors, ce groupe réalise chaque année une conférence pour les professionnels de santé
Et cette année, la thématique est les troubles hormonio-fonctionnels chez l'enfant. Donc ce sera animé, ce que l'on sait, c'est que ce sera animé par un chirurgien dentiste spécialisé pour ces troubles-là, docteur Bourgeois, et Justine Lesage, orthophoniste à Saint-Prévat-des-Vieux. Les dates, nous n'avons pas encore la date, nous n'avons pas encore le programme détaillé. Ils vont le définir très rapidement là dans les jours à venir, et nous ferons une diffusion de cela assez large. Cette année, elles le veulent. Voilà, on veut travailler la diffusion. On ne sait jamais, il peut toujours y avoir des biais dans la diffusion. Si vous êtes vraiment intéressé, vous ne recevez pas... alors généralement, ça a lieu au printemps, c'est ça, hein, voilà, au printemps. Si vous ne recevez pas et vous voyez que ça tarde et vous êtes intéressé, vous pouvez aussi revenir auprès de nous, l'équipe de coordination, et on vous donnera les dates avec plaisir. Voilà. Et oui, et donc le groupe Petite Enfance aimerait recruter. Alors, ils réalisent beaucoup d'autres actions. Hein. Ils sont vraiment très actifs sur le territoire, au sein d'écoles, de crèches, des ateliers langage. Voilà. Donc, vraiment, ils sont très dynamiques. Il y a plusieurs types de professionnels de santé. C'est très varié aussi au sein de leur groupe. Et malgré tout, voilà, ils recherchent quand même encore des professionnels de santé pour pouvoir répondre à la demande et pour pouvoir étendre leurs actions. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez leur adresse mail pour les contacter. Merci. Du coup, Erika, c'est parti. On va maintenant partir sur le volet lien ville-hôpital et présenter toutes les actions conjointes. Bonsoir, je suis Erika, infirmière libérale. Je suis référente du lien ville-hôpital sur la CPTS et depuis le début, on travaille sur les fiches entrée ville et établissement de santé. Donc ces fiches ont été vues et revues et elles ont été mises en place à partir des demandes de l'hôpital et des professionnels de santé de ville. Donc, elles concernent toutes les CPTS de tous les territoires, donc la Cévenol, Châtaigne et Micoucoul et Saz-et-Gardoz. Ça, c'est la feuille 1, mais il y a 3 feuilles en tout, et elles sont à destination des patients pour les hospitalisations programmées ou en urgence. Les modalités, donc ces fiches sont mises au domicile des patients, elles sont pré-remplies par l'infirmier ou les médecins ou les auxiliaires de vie quand il n'y a pas d'infirmier. Et sur le volet 3, il y aura toute la partie intervention à partir du domicile sur les urgences, donc tout ce qui est paramètres vitaux et les traitements à venir qui ont été faits et à venir. Donc, tous les professionnels de santé intervenant au domicile peuvent remplir cette fiche, c'est facile. Et à l'identité, il y a tout ce qui est le lieu de vie, la tutrice ou tout ce qui est médiateur en santé, les kinés, etc. Il est important de noter les coordonnées du médecin traitant et de l'infirmier, notamment les RPPS, afin de pouvoir avoir en sortie d'hospitalisation tous les comptes rendus et documents nécessaires au relais au domicile. Donc ces fiches sont en format PDF, elles sont transmises par mail et il serait important de les avoir à domicile chez chacun de nos patients, remises dans une enveloppe avec marqué fiche d'entrée lien ville-hôpital. La suivante. Alors, on a travaillé aussi sur les fiches de sortie à destination donc, des patients qui sortent de l'hôpital ou de la clinique vers le domicile. Donc ces feuilles étaient peu adaptées pour les retours à domicile, notamment concernant les traitements en cours et qui ont été donnés ou à donner, les heures de prise, les soins médicaux à réaliser et qui ont été réalisés en sortie immédiate, notamment concernant les HBPM, les antibiotiques en intraveineux IM s'ils ont été faits et à faire, et les consignes concernant l'alimentation mixée ou non mixée. Enfin, voilà. Au niveau de l'hygiène et l'autonomie, bon, des fois on récupère nos patients mieux, mais des fois moins bien.
Voilà. Et pareil, donc ce document, il est en cours de validation sur le CHAC. Et voilà, vous l'aurez tout beau, tout propre bientôt. Ensuite, nous avons travaillé durant plusieurs mois avec des ordonnances de pansement. Donc, nous avons travaillé sur les ordonnances de pansement de plaies chroniques qui sont à destination des infirmiers et des pharmaciens. Vous aurez une ordonnance pour tout le monde. Voilà. Donc, alors, il y a un petit... Non, voilà. Il y a marqué 10 jours, mais en fait, il faut le rectifier sur pendant 7 jours. Parce que les pharmaciens, les délivrances de matériel ne se fait que sur 7 jours, renouvelées par l'infirmière à l'identique. Donc actuellement, ça c'est la fiche poste de plaies chroniques qui sont à destination, bien sûr, des patients. Et vous pouvez les utiliser à la demande. Hein. Ce n'est pas destiné qu'au centre hospitalier, mais on les a et on peut vous les transmettre sur simple demande. Voilà, pour les IPA, les médecins... les centres de soins, enfin voilà. Donc elles sont synthétiques et faciles à cocher. Ensuite, il y a eu les postes CHIR, donc c'est le même format, le même type, pareil pour les infirmiers et les pharmaciens, c'est le même type d'ordonnances qui sont faciles et pratiques à l'usage des infirmiers et des pharmaciens. À venir, nous allons travailler sur les ordonnances de brûlure, qui normalement, on attend le décret infirmier, mais on devrait avoir une ordonnance facile et une prescription simple pour les brûlures. Donc en fait, on aurait une ordonnance préétablie qu'on n'aura plus qu'à cocher. Voilà, on va travailler sur ça pour la facilité. L'accès aux documents, pareil, là, de l'hôpital, vous les aurez en sortie bientôt et nous, on les a à disposition si jamais vous voulez les mettre dans vos cabinets. Après, non, c'était tout. Voilà, c'est pas mal. Après, le TP cardio, c'est vous. Merci. En fait, il est à savoir que les CPTS ont signé, on a une commission plénière une fois par an entre l'hôpital, la nouvelle clinique Bonnefond et les 3 CPTS avoisinantes. Il y a des projets avec des groupes de travail inter-CPTS avec l'hôpital qui sont menés depuis 2 ans maintenant. Et du coup, l'objectif, c'était justement d'essayer de pallier au maximum au manquement d'accès aux médecins et d'accès aux professionnels de santé de manière générale et de pouvoir fluidifier au maximum les informations entre les entrées et les sorties. L'objectif, c'était justement dans un premier temps de valider les fiches, c'est ce que vous a présenté Erika, et ensuite de faire un vrai travail de communication sur le territoire pour pouvoir amener au remplissage de ces fiches, notamment par les auxiliaires de vie et tous les intervenants du domicile, de façon à ce qu'il y ait une uniformité qui soit faite et que les sorties d'hospice soient aussi fluidifiées au maximum. Il y a un gros travail qui est en train d'être fait dans les services. Du coup, Karim, tu veux venir? Donc le docteur Hamzaoui, qui est président de la CME, va vous présenter le reste des projets en lien avec l'hôpital et la ville. Bonsoir tout le monde. Avant de commencer, voilà, vous m'avez présenté, donc Karim Hamzaoui, je suis praticien hospitalier en santé publique et depuis 2 mois, le nouveau président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital d'Alès. Avant de commencer, 2 petites choses. Je tenais quand même à remercier Amandine de l'invitation, à Mylène aussi du travail, parce que j'ai renvoyé les slides un peu tard, et je m'en excuse. Voilà, et aussi j'en profite, j'excuse docteur Matelot qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais j'ai Madame Moureau Lydie qui est en charge, qui a participé à la création de cette éducation thérapeutique HDJ sur l'hôpital d'Alès et qui fait un gros travail pour accueillir les patients au quotidien et sur la prise en charge. Donc on peut peut-être passer les diapos, donc je vais essayer de respecter les 5 minutes, promis. Donc en fait on a mis en place depuis septembre une HDJ de cardiologie sur l'hôpital d'Alès. Les patients qu'on prend en charge, ce sont des patients, d'abord la première chose, c'est pas de troubles cognitifs avec des pathologies cardiaques diagnostiquées
soit en cours d'une hospitalisation pour des patients déjà connus pour des troubles cardiaques de type insuffisance cardiaque, maladie coronarienne et des troubles du rythme. Alors, on a 3 files actifs de patients. Ce sont soit des patients qui ont été hospitalisés, qui sont passés par l'USIC, soit des patients qui sont suivis par nos cardiologues en consultation. Et Lydie m'a confirmé tout à l'heure aussi qu'on avait envoyé des courriers aux médecins de traitants pour savoir s'il y avait, pour nous adresser des patients. Donc effectivement, si vous avez des patients qui ont ces 3 pathologies, potentiellement, ils peuvent rentrer dans notre circuit d'HDJ cardiologie. C'est ça. L'HDJ, elle se déroule sur 4 jours, on va dire. Donc il y a une première partie, ça va être le bilan éducatif partagé, hein, forcément. On est sur l'éducation thérapeutique. Ensuite, les patients viennent sur 4 jours à l'hôpital. Là, on va enchaîner tous les ateliers en coordination avec les diététiciens, l'infirmier de pratique avancée, médecin, assistante sociale, psychologue, l'infirmière, donc je suis la seule sur le programme. J'espère que j'oublie personne, les pharmaciens, évidemment. Et du coup, donc ça, c'est sur 4 jours. Et le 5e jour, on fait la synthèse générale. Voilà. On voit avec le patient s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, qu'il aurait aimé traiter. Et bien sûr, c'est des ateliers collectifs, mais en fonction des besoins, eh bien, on fait aussi des ateliers individuels pour de la dénutrition, par exemple, ou sur le plan social et psychologique. Voilà. Là, vous pouvez voir en fait tous les intervenants qui sont amenés à participer sur la semaine, sur la prise en charge. Donc, on a effectivement des infirmiers en pratique avancée, les pharmaciens, les psychologues, les diètes, les cardiologues, cadres de santé et les assistants sociaux. Donc ça, on en a parlé. En fait, l'objectif, vraiment, c'est une prise en charge, comme sur les CPTS, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Donc les patients viennent, il y a un bilan médicamenteux qui est fait par le pharmacien, qui va reprendre les traitements de ville du spécialiste et du généraliste, va essayer de travailler sur l'observance et sur le moment d'administration, à quel moment de la journée ou de la semaine c'est le traitement le plus optimal. Et il va aussi travailler sur la lecture des prises de sang. L'objectif principal, c'est surtout déjà de remettre le patient au centre de sa prise en charge, hein, puisque c'est lui l'acteur. Nous, comme on leur dit, on les accompagne, mais c'est finalement facile de prescrire un traitement sur une ordonnance, mais c'est lui qui fait tout le travail, en fait. Donc voilà, on essaie de le resituer dans sa prise en soin. Voilà. Et oui, éviter bien sûr à terme les hospitalisations en catastrophe et les hospitalisations à longue durée, puisque voilà, si le patient il peut réagir beaucoup plus vite, il s'adresse tout de suite aux professionnels compétents, donc soit l'infirmière libérale, soit le médecin traitant, soit la pharmacie d'officine, et on réagit beaucoup plus vite, on n'attend pas d'être sur des grosses décompensations pour pouvoir réagir. Voilà, là c'est juste un bilan. En fait, on a ouvert au mois de septembre. Aujourd'hui, on a pris en charge 55 patients, avec un taux de satisfaction qui est bénéfique et un taux de réhospitalisation. C'est le critère que nous on regarde. Effectivement, c'est le taux de réhospit, et on a des taux de réhospit qui ont chuté chez les patients avec des troubles cardiaques. Donc en fait, ça s'articule. Donc c'est un poste à temps plein que j'ai là sur l'hôpital. Du coup, je fais une semaine, c'est spécialisé pour les patients insuffisants cardiaques, et la semaine qui suit, c'est les patients coronariens. Alors du coup, c'est pas, il y a une semaine par mois qui saute, parce que je passe un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique actuellement sur Montpellier. Donc pour l'instant, voilà, sur 4 mois d'exercice, on a déjà eu 55 patients. Et pareil, donc pour le suivi et le renforcement, je compte les reconvoquer à 6 mois et 1 an pour voir le suivi avec eux. Et je vous adressais déjà des patients donc au pôle santé, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de patients de la Grand-Combe, de Saint-Ambroise, d'Alès, enfin de partout. Et on voit bien qu'ils sont souvent en rupture de soins. Donc il peut y avoir des addictions aussi. C'est de la cardio, hein, donc on a des infarcts qui arrivent comme ça. Donc c'est violent pour eux. Et en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas de médecin traitant, ils n'ont aucun suivi. C'est vraiment des patients dans la nature. Donc on essaie de les réorienter et de raccrocher un peu les wagons. Merci.
Vous pouvez rester. Je vais également vous présenter, en fait, on a aujourd'hui, on a monté 2 HDJ depuis le mois de septembre, un en cardiologie et un qui va démarrer très bientôt sur la gériatrie. Donc voilà, c'est le Dr Matolo qui est en charge de ce projet. J'espère qu'on va pouvoir ouvrir d'ici début avril au plus tard. Donc pourquoi le SMR? Donc c'est le nouveau nom pour le SSR, soins de suite et de réadaptation. Dr Matolo est un médecin gériatre qui était sur le SSR gériatrie, qui est parti en EHPAD et qui aujourd'hui veut revenir sur l'hospitalier, sur du sanitaire. Donc elle a monté ce projet qui pour nous aura une plus-value pour les patients. Donc la cible des patients, c'est les plus de 65 ans, sans troubles cognitifs ou légers, avec des MMS supérieurs à 20. On peut les prendre aussi avec des troubles thymiques, avec un retentissement cognitif, c'est-à-dire des troubles de l'humeur avec peut-être des troubles psychomoteurs. Des pertes de mobilité et d'autonomie. On va travailler sur les risques de chute des patients qui ont des troubles de la marche ou de l'équilibre, pardon. Une désadaptation psychomotrice type post-AVC, des patients qui ont eu des fractures ou une décompensation fonctionnelle. Et après, le travail qu'on veut absolument commencer, c'est en fait, on appelle ça les RAC, retour anticipé après chirurgie. C'est de commencer à travailler chez les patients âgés avec un potentiel de perte d'autonomie, à travailler avant l'hospitalisation et avant l'intervention chirurgicale, ou des traitements lourds de type TAVI, qui est un implant aortique, valve aortique, pardon. Les PTH et les PTG. Voilà, donc les critères d'inclusion, c'est une perte d'autonomie, une capacité à se déplacer dans des séances. On veut que ce soit des patients qui soient proactifs, qui participent aux séances, parce qu'on le sait très bien, un patient qui est acteur de sa maladie et acteur de sa prise en charge. On va faire ça aussi en parallèle aussi avec des évaluations gériatriques qui peuvent se faire aussi en MCO. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de débuter très rapidement pour des patients et de faire des séances au moins une fois par semaine et sur 4 mois, donc ce qui fait un suivi sur 16 jours. Pardon. Comment le programme va se répartir sur la journée? Ça va être un gros travail qui va être fait d'évaluation des risques de chute et d'évaluation de l'équipe par le kinésithérapeute. Il y aura un temps de consultation mémoire avec l'équipe mobile de gériatrie, puis un repas, et après, en finale, on aura une activité avec l'ergothérapie. Donc en fait, voilà, c'est une journée entière où ça aura une prise en charge pluridisciplinaire avec une évaluation médicale, une prise en charge et une évaluation kinésithérapeute et une finalité avec l'ergothérapie. Les objectifs, c'est de prévenir la dépendance et favoriser le maintien à domicile pour nos patients, permettre la continuité des soins après hospitalisation et poursuivre une rééducation en évitant une hospitalisation. Et vous avez sur la droite un peu la fiche de demande d'admission qui peut être envoyée directement au médecin coordonnateur qui est le docteur Matolo. Je crois que vous avez son mail juste en dessous. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup. Florence, si tu veux nous rejoindre. Du coup, donc, on vous présente toute l'offre de soins qui concerne surtout les services de médecine ensuite et d'infectieux, oui. Avec Florence. Bonsoir, Florence Coriol, je suis médecin généraliste, je travaille à la CLED, à l'association La CLED, mais je travaille également en service de médecine à l'hôpital d'Alès et c'est à ce titre que je vous présente les modalités d'adressage à l'hôpital, que ce soit en hospitalisation complète, en service de médecine 1, en HDJ et en consultation spécialisée. Le service de médecine 1 a une capacité de 30 lits. C'est un service polyvalent orienté en médecine interne, en médecine infectieuse. On a
le docteur Souala, qui est un médecin interniste, le docteur Bigot, qui est un médecin interniste et infectiologue. Il y a quelques années encore, on avait une orientation endocrinologie. On n'a plus d'endocrinologue actuellement dans le service, mais on travaille étroitement avec celles qui sont rattachées à l'HDJ. On continue à accueillir dans le service des patients ayant des pathologies de diabète déséquilibrées, de complications de plaies du pied diabétique. Mais voilà, on s'appuie vraiment sur les ressources paramédicales qui connaissent bien le diabète. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tard juste le lien qu'on a avec les endocrinologues. On a d'autres services dans le pôle médecine qui sont des services comparables avec qui vous pouvez travailler et faire des adressages directs également, le court séjour gériatrique aigu et le service de médecine 2. Dans le court séjour gériatrique aigu, il y a le docteur Fraisse qui travaille, qui est infectiologue, référent aussi sur l'hôpital, je vous en reparlerai plus tard. Pour faire une demande d'hospitalisation, donc sans passer par les urgences, ça veut dire que c'est un patient qui a soit une altération de l'état général, vous voulez faire un bilan d'anémie, ça peut attendre un jour ou quelques jours. Vous pouvez, mais vous voulez éviter les urgences, vous pouvez faire une demande en adressant un mail à notre infirmière parcours patient qui relève tous les jours les mails et qui a entre autres une vue sur les entrées et les sorties des patients au jour le jour évidemment, et puis même quasiment en temps et en heure. Elle relève plusieurs fois par jour son mail et elle va adresser la demande aux médecins concernés dans le secteur du service qui a des lits. Et on essaye d'organiser donc l'admission directe du domicile. Il faut bien renseigner les antécédents, les traitements, les éléments médicaux motivant la demande et surtout vos coordonnées, qu'on puisse vous rappeler si on avait des questions, et les coordonnées du patient, qu'on puisse l'appeler directement. Donc je reviens juste à la question de l'endocrinologie. On pourrait aussi prendre évidemment des patients qui ont des pathologies endocriniennes, mais on vous demandera d'avoir un avis de l'endocrinologue qui valide la demande d'admission. Oui, je voyais. Là, on demande que ça soit adressé par le médecin. Après, c'est vrai que c'est... je ne sais pas si vous aviez des cas, des personnes que vous vouliez orienter directement en hospitalisation en service. Oui, et qui n'ont pas besoin de passer aux urgences, c'est ça? Ouais, après, ça, c'est... Nous, on va avoir du mal à faire un tri sur un afflux de demandes. On demande pour l'instant que ça passe par le médecin. Pour les demandes en hôpital... Alors, l'hôpital de jour, c'est un projet qui est en train d'être monté avec différentes spécialités, la neurologie, la rhumatologie et la médecine interne. Il n'est pas encore complètement opérationnel, il le sera avant l'été. En ce qui concerne les demandes de ville, vous pourriez vouloir faire des transfusions de sang ou des perfusions de fer à certains patients. Vous pouvez faire la demande de prise en charge en HDJ en contactant là le mail qui est la secrétaire du service d'HDJ. Pour les consultations de médecine interne ou les avis, si ce n'est pas urgent, je vous ai mis les coordonnées du secrétariat de la consultation de médecine. Alors parfois c'est plus simple d'envoyer un mail parce que le téléphone est souvent saturé. Et vous pouvez également envoyer à l'adresse donc une lettre qui sera
qui sera retransmis à un des médecins internistes. Donc on parlait du docteur Bigot, du docteur Soila. Il y a également le professeur Goulabchan qui vient de Nîmes, et on a aussi un chef de clinique partagé avec Nîmes qui vient faire des consultations et qui travaille également dans le service avec nous et qui peut être amené à voir ces patients adressés. S'il y a une demande urgente, ces contacts de médecin à médecin, vous avez là sur la diapo suivante un numéro direct, 2 numéros directs. Donc, pour une demande de consultation en médecine infectieuse, vous avez plusieurs modalités d'accès. Si ce n'est pas urgent, vous pouvez envoyer un mail à la boîte commune des 2 infectiologues sur le CH d'Alès. Le docteur Fraisse, lui, est accessible aussi sur OmniDoc, si vous connaissez cet outil de consultation. S'il y a une demande urgente, vous avez les numéros là, directs, auxquels les infectiologues peuvent répondre. Et s'ils sont indisponibles, après, il faut se référer au SMIT, au CHU de Nîmes. Et enfin, pour les demandes d'hospitalisation, dans le domaine de la médecine infectieuse, ça revient un peu au même pour la médecine 1. Et si ce sont des patients de plus de 75 ans, ils peuvent aussi être orientés en court séjour gériatrique aigu. Et à ce moment-là, il faut passer par leur infirmier parcours patient. Voilà, merci. Merci. On a balayé les parcours ville-hôpital. Maintenant, on va demander à Dominique Jacovenco de nous présenter le parcours équilibre, plus axé sur la ville. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Donc moi, on m'a demandé de vous présenter mon mode d'activité, puisqu'actuellement, c'est pas trop connu, mais en libéral, en tant qu'infirmier, il y a deux systèmes. Il y a le... Merci. Il y a le système donc NGAP, cotation à l'acte, que la plupart des collègues utilisent. Et il y a le modèle équilibre, qui donc lui, on est 2 cabinets sur Alès et on est 6 cabinets sur le Gard. Voilà. Donc en fait, vous savez tous, ou vous avez entendu parler qu'il y a de plus en plus d'infirmiers qui veulent déplaquer, qui en ont marre, qui veulent changer de métier, qui sont mal rémunérés, qui subissent un peu la pression de la CNAM, avec raison. Et donc nous, en fait, on est dans un modèle beaucoup plus simpliste, mais qui est sécuritaire, et puis qui surtout reconnaît et valorise nos compétences, qui s'appelle le modèle équilibre. Donc en fait, ce modèle, tous les actes qui sont dans les compétences infirmières nous sont autorisés. Et tout le rôle propre infirmier nous est mis en autonomie. C'est nous qui décidons ce que nos patients ont besoin, et aussi dans l'équilibre, c'est que les aidants sont comme les patients, c'est nous qui décidons ce qu'ils ont besoin et ce qu'on peut faire pour eux. On est payé sur la base d'un taux horaire, et en fonction de ce taux horaire, on considère que tous les actes infirmiers sont importants et nécessitent d'être reconnus, rémunérés. Voilà. Donc c'est une approche globale du patient qui est multidimensionnelle. On a un référentiel de soins, qu'on peut appeler un logiciel, qui nous sert de traçabilité et sur lequel on peut intervenir, que ce soit physiologique, psychosocial, comportement en santé, environnemental, et que ce soit individuel ou même familial, communautaire. Que vous dire encore? Donc en fait, ça a été testé pendant 4 ans et demi sous la dénomination d'un article 51, c'est-à-dire une innovation organisationnelle quant à l'organisation et au paiement de la loi 2022. On a été testé pendant 4 ans et demi. On a eu une évaluation qui a été refaite 3 fois au niveau de la cohorte parce que ça semblait trop beau, le rôle des infirmiers, quand on leur laisse un peu d'autonomie. Et en fait, au bout de la 3e cohorte, on s'est aperçu que vous aurez un dépliant, vous pourrez regarder la qualité de vie au travail pour des infirmiers avant d'être dans l'équilibre et après avoir été dans l'équilibre. Et en fait, on s'est aperçu que quand on prend ces patients comme ça, il y a une économie de 1 624 € par an et par patient,
en répondant à leurs besoins. Ce qui ne veut pas dire que les autres travaillent mal. Je vous ai dit avant qu'on était solidaires de tous les problèmes qu'ils ont, mais nous, on a choisi notre voie pour être plus détendu, plus près de nos patients. On ne travaille pas mieux que les autres, mais on a vraiment une qualité de vie au travail qui est complètement différente. Et pour être dans l'équilibre, on travaille en équipe autonome, autogérée, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on est 4 dans le cabinet, on décide tout ensemble, donc on est en intra-coordination. On peut travailler en intercoordination avec l'autre cabinet équilibre. On peut se réunir ensemble et puis faire des approches ensemble. Et puis on fait de la coordination avec les autres acteurs professionnels, puisqu'en fait, du moment qu'on soit avec le patient, tout ce qui est coordination médicale, ville-hôpital, médico-sociale, nous est reconnu sur le même tarif horaire. Et voilà. Donc, je voulais vous présenter. On m'a demandé de présenter ça. Vu que l'évaluation était bonne, il a été décidé en janvier 2024 que ça deviendrait dans le droit commun offert à tous les patients et les infirmiers qui le voulaient. Vous savez qu'on est en France avec des institutions qui vacillent, avec des décisions politiques qui nous dépassent. Donc le 5 juillet 2025 est passé depuis longtemps, l'entrée dans le droit commun n'a toujours pas eu lieu. Donc après, il a été dit, on va les mettre dans les négociations conventionnelles, qui elles aussi patinent. Donc la décision sera faite dans les négociations conventionnelles. Et comme quand il y a une négociation conventionnelle et qu'il faut 6 mois pour que ça se mette en route, les cabinets qui voudront nous rejoindre dans l'équilibre, ça sera sans doute pas avant la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur équilibre. Merci. Merci. Ensuite, on va vous présenter une vidéo rapide. Donc, c'est des parcours qui m'ont été présentés par le biais de la CPTS il y a quelques jours. C'est des parcours locomoteurs, en fait, qui sont l'équivalent de l'équipe mobile de gériatrie, mais en version population pédiatrique ou non gériatrique. C'est porté par le CHU de Nîmes, mais le réseau, le territoire est large et en fait va même jusqu'au nord du département et Saint-Ambroix-Bessèges. Donc ils m'ont demandé s'il était possible de porter la parole ce soir pour pouvoir faire connaître le parcours. Il y aura donc il y a des mails pour faire des adressages ensuite et ils peuvent venir à domicile, se déplacer. Il y a toute une équipe, ça va vous être expliqué. Et oui, là, c'est les aléas du direct. C'était testé tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui vous présenter les équipes mobiles d'expertise en réadaptation, adultes, Éméra, et pédiatrique, Émerveille. Le CHU de Nîmes a donc également une équipe mobile d'expertise en réadaptation pédiatrique que l'on appelle Émerveille. Elle est composée de différents professionnels, tous à temps partiel, avec un temps médical avec le docteur Porte, 2 ergothérapeutes Ophélie et Cassandra, une kinésithérapeute Tiffaine, une infirmière en cours de recrutement actuellement, et l'assistante sociale et la secrétaire qui sont également présentes sur l'équipe mobile adulte, donc avec un temps mutualisé. L'équipe pédiatrique s'adresse aux enfants et adolescents en situation de handicap d'origine orthopédique, neuroorthopédique, neuromotrice, âgés de 0 à 18 ans.
Il s'agira toujours d'un accompagnement temporaire, ponctuel, répondant à une question bien précise et de préférence en milieu extra-hospitalier. Ces missions sont multiples. En voici quelques exemples un peu génériques et non exhaustifs. L'équipe peut intervenir dans un lieu de vie pour en déterminer les besoins d'aménagement ou d'adaptation. Ces lieux de vie peuvent être la maison, l'école, les lieux de loisirs. Elle peut aider au relais entre différentes structures ou entre l'adolescence et l'âge adulte par exemple. Elle peut aider à l'aménagement de certains environnements, à la mise en place des techniques particulières et avec des essais réalisés à l'appui. Elle peut permettre d'évaluer des besoins spécifiques, toujours en milieu écologique, pour favoriser l'autonomie et la mobilité. Et elle est régulièrement sollicitée pour favoriser la continuité de soins au sortir d'un événement aigu comme une intervention chirurgicale qui entraverait temporairement l'autonomie. Notre équipe existe depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Pour nous solliciter, il existe un formulaire de demande d'intervention disponible sur le site du CHU de Nîmes, également en contactant directement au secrétariat. Nous pouvons être sollicités par des professionnels de santé, des prestataires de services, des structures de coordination, mais également des familles elles-mêmes. Chaque demande est étudiée en staff de façon hebdomadaire. Si la demande ne correspond pas à une mission d'équipe mobile, la personne demandeuse sera réorientée. En revanche, bien sûr, si la demande concerne bien l'équipe mobile, un appel sera réalisé auprès de la famille de l'enfant concerné ou de ses aidants pour redéfinir les objectifs d'intervention avec eux. Après l'intervention, un appel est passé pour vérifier de l'évolution et de la satisfaction de l'intervention réalisée. Selon les situations, les professionnels interviendront de façon individuelle ou plurielle. L'équipe mobile adulte est composée d'un temps de médecin MPR, d'une ergothérapeute, d'une assistante sociale et d'une secrétaire. Nous intervenons auprès des patients de 18 à 70 ans, habitant dans le Gard et présentant une pathologie neurologique ou orthopédique complexe, impactant leur niveau d'autonomie. Le type d'intervention est similaire à l'équipe mobile pédiatrique, c'est-à-dire des interventions sur le lieu de vie de la personne, visant à préconiser des techniques, des aménagements orientés vers les bonnes prises en charge sociales afin de favoriser l'autonomie de la personne tout en prenant en compte les demandes de l'aidant. La plus-value de l'EMERA, c'est surtout son équipe pluridisciplinaire avec un médecin MPR, une ergothérapeute et son parc d'aide technique spécifique à l'essai. L'assistante sociale qui permet d'avoir des conseils spécialisés au niveau du handicap et tout un travail de coordination et de collaboration avec des partenaires extérieurs. En pratique, le principe est le même que pour l'équipe Émerveille. Nous avons un formulaire de demande d'intervention. La différence est que nous demandons à ce qu'il soit rempli par un professionnel médico-social, afin d'éviter des demandes qui seraient inadaptées. La validation d'intervention se fait de la même manière, et les visites peuvent s'effectuer en binôme. Merci pour votre attention. Voici nos coordonnées. Les QR codes donnent un accès direct à nos formulaires de demande. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute sur la pertinence à nous solliciter. Sachez que notre intervention n'engendre aucun frais supplémentaire pour l'usager, quelle que soit leur couverture sociale. À bientôt. On n'arrête pas la modernité. Donc l'équipe est sur Nîmes et n'a pas pu se déplacer. Du coup, formule sympa.
Je vous fais un topo très rapide sur l'existence des ETP BPCO, dont je ne connaissais pas l'existence il y a 6 mois en arrière. Le docteur Louera est rentré en contact avec moi pour me présenter l'ETP. Vous avez un flyer pareil dans les sacs. Donc en fait, sur la clinique Bonnefond, tous les vendredis après-midi de 14h à 15h, il y a des séances d'ETP qui sont à disposition pour les patients qui sont atteints de BPCO, qui sont en décompensation BPCO avec un manque d'activité physique. Il y a un travail partenarial qui est fait pour de la rééducation d'activité physique avec de l'activité physique adaptée avec Blandine François qui propose plusieurs séances. Et ensuite, donc, il y a une équipe d'intervenants multiples avec des pneumologues, des diététiciens, des infirmiers diplômés en éducation thérapeutique et des sophrologues. Voilà, donc il y a un numéro de téléphone pour les contacter et on peut prendre, les prises en charge sont à 100% pareil, c'est financé par l'ARS et donc voilà, c'est très actif. Ensuite, je vais appeler Caroline Meignier pour nous présenter tout le pan de l'accès direct à la sage-femme. Bonsoir à toutes et à tous. Donc déjà, je voulais me présenter. Donc moi, je suis Caroline Meignier, sage-femme sur Alès depuis 3 ans maintenant, plutôt bébé sage-femme à la suite d'une certaine à ma gauche. Donc je voulais aussi vous parler de la partie des sages-femmes parce que mine de rien, on peut vite se retrouver entre le carrefour entre médecins, infirmiers, gynécologues ou on a certaines infirmières de pratique avancée où des fois on a un petit peu du mal à nous situer dans tout ce grand champ des professionnels de santé. Donc au final, nous, on va pouvoir s'attaquer à plusieurs accès. Donc on va voir dans certains cas et quel type de professionnels, enfin de personnes on va pouvoir orienter vers nous. Donc sachant, il faut partir déjà du principe que nous, on est quand même des professionnels de premier recours. Dans tout ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, on n'a pas besoin d'orienter par un médecin traitant, on n'a pas besoin d'avoir un courrier d'adressage et on n'a pas forcément besoin de partir d'un principe qu'il faut avoir une première personne avant que les patients puissent venir nous voir. On a vraiment la particularité de pouvoir les prendre en charge directement sans passer par ce biais-là. Donc, avec une possibilité aussi pour elles de ne pas avoir des coûts supplémentaires en temps déjà pour ne pas avoir un parcours de soins qui pourrait s'allonger et en même temps pas forcément de frais supplémentaires de ce côté-là. Donc on va partir un peu de 3 gros cas. Donc on va parler de la partie gynécologie, grossesse et postpartum. Mais bien sûr, c'est qu'une partie de notre sphère de compétences. Mais là, on va vraiment cibler sur l'accès direct en premier recours. Donc ça peut être déjà pour les jeunes. Je vais en parler dans un premier temps. On a le zoom sur la consultation de contraception et prévention. Et ça s'adresse à tous les jeunes, donc garçons et filles pour le coup, pour les moins de 26 ans. Et c'est pris en charge directement à 100% par l'assurance maladie, donc il n'y aura aucune avance de frais, sachant que ces consultations sont, comme des consultations médicales, peuvent partir du principe où on a uniquement une partie de recueil d'informations médicales et de discussion avec les jeunes et éventuellement un examen qui va aller par la suite, mais ce n'est pas du tout une obligation. Et on a une possibilité pour ces consultations-là de contraception-prévention de les anonymiser complètement, notamment quand on a des jeunes qui sont orientés dans des parcours de vulnérabilité ou même orientés de la part de l'infirmière scolaire, par exemple, où on n'a pas du tout envie que ce soit forcément en lien avec les parents ou les tuteurs. Donc ces consultations-là, elles vont, on va dire, être ciblées sur 3 gros aspects. D'abord, une partie information qui peut être hyper importante et qui est un peu le socle de notre activité. Donc ça va être sur le cycle menstruel, sur les douleurs, la sexualité, le consentement, le rapport au corps, donc vraiment de manière individualisée ou en couple si les jeunes sont déjà en couple et qui veulent venir à 2. Une grosse partie prévention, que ce soit sur les infections sexuellement transmissibles, sur le consentement, sur les vaccinations, qu'on peut éventuellement proposer et qu'on peut faire directement si le jeune a déjà son vaccin avec lui, ou pouvoir du coup l'orienter en pharmacie. Et soit le vaccin peut être réalisé en pharmacie par le médecin généraliste s'il y en a un, ou par nous-mêmes aussi directement. Et on peut parler également de la contraception, donc on peut prescrire des contraceptions, on peut les suivre, on peut les changer si ça a déjà été le cas, et on peut bien sûr poser tout ce qui est implant et stérilet, et éventuellement les changer à un moment donné si ça ne convient pas. Donc on a vraiment une prise en charge assez globale là-dedans, et de toute façon, nous, sages-femmes, en tant que professionnels médicaux, on a quand même la possibilité de pouvoir être assez autonome dans notre pratique quand on respecte un peu notre champ de compétences.
Donc ça, c'est vraiment pour les jeunes, mais on va aussi avoir un accès sur toute l'autre en gynécologie, donc pouvoir le changement de contraception, les changements d'implant de stérilet et directement de pouvoir les orienter ensuite. Si jamais on voit qu'il y a une pathologie qu'on va dépister nous, on a aussi notre limite. Donc à ce moment-là, rien ne nous empêche d'orienter vers des dermatologues, des gynécologues, des médecins spécialisés, ou voire même dans d'autres cas, dans des cas de violence notamment, vers des professionnels de deuxième recours. On peut vraiment avoir une place assez centrale là-dedans. On va aussi avoir tout un plan sur la grossesse. Je pense qu'au niveau du métier de sage-femme, je ne vais apprendre rien à personne, mais en tout cas, on a la possibilité de pouvoir suivre en quasi-autonomie des grossesses qui vont se dérouler de manière physiologique, donc sans pathologie vraiment avérée au départ, sans besoin de traitement par la part d'un médecin traitant ou d'un spécialiste. Et on a la possibilité de pouvoir les suivre sur toute la grossesse et de les orienter à l'hôpital qu'en cas de nécessité ou qu'en cas d'accouchement imminent. Donc on a quand même une sacrée liberté de ce côté-là. Après, de ne pas hésiter aussi, si jamais vous êtes en hésitation, vous ne savez pas si nous on a la possibilité de pouvoir les recevoir ou pas, on peut très bien les recevoir, discuter avec elles, voir en fonction des contextes qui peuvent être au niveau psychosocial ou même de contexte médical. Et nous ensuite, on aura notre rôle de réorienter en collaboration avec les autres professionnels de santé, être un peu au carrefour avec tout le monde. On a aussi dans le postpartum, donc que ce soit le suivi pour la femme enceinte qui vient d'accoucher, pour le suivi de la maman, pour le suivi du couple. Et on a aussi une partie sur le suivi du nouveau-né qu'on peut réaliser dans le premier mois, tant qu'il n'y a pas de problème avéré lors de l'accouchement ou lors des premiers jours de vie en postpartum. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, sur les grandes actions vraiment ciblées de premier recours, mais bien sûr qu'on va pouvoir aussi recevoir les couples dans des cas, par exemple, d'infertilité, si jamais on a nécessité, en tout cas, de donner des premières informations quand nous, en tant que sage-femme, on se sent pouvoir le faire. Et éventuellement aussi de suivre toutes les femmes en âge de procréer quand il n'y a pas de grosses pathologies avérées, typiquement avec des traitements hypertenseurs assez lourds, des traitements anticancéreux par exemple, ou des cancers même vraiment avérés. Il y a des moments donnés où il va falloir qu'on réoriente. Mais sinon, on peut même suivre après les femmes ménopausées. Donc une fois que la ménopause est installée, on peut le faire en collaboration avec des gynécologues ou des spécialistes. Et puis sinon aussi avoir une partie vraiment d'information et de pouvoir donner des accompagnements avec des compléments alimentaires, des choses comme ça. Je pense que j'ai repris à peu près la totalité de notre boulot. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Non? Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Caroline. Sur les flyers, on vous a mis une liste des sages-femmes derrière. Les contacts, ouais. Sur le territoire de la CPTS. Pauline. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je représente le groupe sur la réflexion avec tous les pharmaciens sur les protocoles de coopération qui a démarré il y a 2-3 ans. En fait, il devait y avoir des protocoles qui pouvaient se faire au niveau local. Et au final, il y a eu possibilité d'avoir des protocoles qui ont été faits au niveau national. Donc, du coup, on va relancer un petit peu tout ce groupe pharmacien qui a été un petit peu abandonné cette dernière année. Et en fait, le but, c'était de promouvoir ces protocoles qui sont au niveau national, comment les promouvoir auprès de la population sans qu'ils aillent voir le médecin ou qu'ils demandent les consultations pour des cystites et des angines. Donc voilà, il y a une réflexion aussi qui est en cours pour les perfusions au niveau de l'hôpital avec Valérie Jacob. Donc en fait, on va reprendre un peu tous ensemble les pharmaciens le 18 mars. Donc je ne sais pas s'il y a des pharmaciens dans la salle, mais essayez de bien noter cette date pour que tout le monde en parle en fait de ces points sur la promotion aussi de la vaccination. Et après, il y a un autre point aussi qu'on va voir en discussion, c'est faire de la conciliation médicamenteuse au pôle ambulatoire et de voir ensemble si on peut faire, si des pharmaciens peuvent aller au pôle ambulatoire pour faire cette conciliation ou aussi le faire à la pharmacie. Voilà, c'est une grosse réflexion qui va se faire le 18 mars. Donc j'appelle bien les pharmaciens à venir à cette date. On va faire aussi du phoning pour qu'il y ait le maximum de pharmacies qui soient présentes. Donc n'hésitez pas aussi, s'il y a des pharmaciens dans la salle et qui ont des questions ou des idées, de revenir sur le mail de la CPTS. Merci.
Concernant la conciliation médicamenteuse, c'est juste une aparté. On a attaqué donc avec Valérie Jacob et l'interne de pharmacie de l'hôpital depuis, donc c'est la deuxième séance cette semaine. On en a 3 de programmés et on va les faire à peu près toutes les 3 semaines. On a l'interne de pharmacie qui vient au pôle santé ambulatoire. Alors pour l'instant, on avait fait l'expérimentation avec les patients du pôle. L'objectif était de travailler conjointement pour faire de la déprescription. Donc il y a Hélène qui est présente les vendredis matins, donc l'infirmière en pratique avancée. Et l'idée, c'était justement d'essayer de nettoyer au maximum tout un tas d'ordonnances pour lesquelles on a déjà discuté longuement. On a déjà essayé de faire des sevrages progressifs des benzos, on a déjà essayé d'enlever des médicaments qui ne sont pas forcément indispensables ou qui vont faire des interactions médicamenteuses. Et donc, en fait, il y a un temps d'échange qui dure à peu près 1 heure sur l'entretien avec l'interne de pharmacie. Les ordonnances sont envoyées au préalable avec la liste des antécédents du patient, avec l'accord du patient, bien évidemment. Et en fait, ensuite, le patient est reçu en entretien. Donc, on le couple avec une consultation médicale, mais du coup, il y a tout ce temps de discussion vraiment thérapeutique. L'objectif, donc, à terme, si moi ça me tient à cœur, c'était que peut-être ça soit le point de départ d'un projet de prescription et de travail sur la conciliation médicamenteuse qui pourrait être fait au sein du pôle pour des patients qui ne sont pas forcément que des patients du pôle, qui peuvent être des patients émanant de la ville, à la demande des médecins traitants s'ils le souhaitent ou d'autres professionnels, en faisant vraiment un travail de réflexion, en sachant que les officines ont déjà cette capacité d'initiative, mais que parfois la mise en pratique dans leurs officines est peut-être pas aussi simple que ça et chronophage et complexe dans la mise en place. Et donc, en fait, ça peut être aussi une façon de le proposer au sein du pôle pour simplifier les parcours. Donc, c'est à mûrir, à réfléchir. S'il y a des officines, encore une fois, qui sont présentes ici et ou par bouche à oreille et qui sont intéressées notamment par cette problématique, des médecins ou tout autre professionnel qui se sent concerné, ben, ce groupe de travail peut aussi avoir sa place à un moment donné, ou un groupe, voilà. Merci. On a fini de balayer en fait tous les accès au premier recours. En fait, l'idée c'était de vouloir présenter voilà, encore une fois aux personnes qui sont adresseurs, mais pas que, qui sont au contact des patients, qui sont des professionnels soignants, médico-soignants, le champ des possibles aujourd'hui sur les prises en charge des patients sur les premiers recours. On a élargi un petit peu au deuxième recours qui est l'hôpital, mais en lien direct. L'objectif étant peut-être que maintenant, avec la pénurie de médecins aussi et les difficultés d'accès aux soins, encore une fois, peut-être que si chacun est informé des champs des possibles de façon très pratico-pratique sur le territoire, ça permet aussi de faire un levier supplémentaire pour la prise en charge, peut-être faciliter plus facilement les parcours, éviter les passages aux urgences, éviter les consultations et emboliser des parcours qui peuvent être gérés de façon très ordonnée. On va finir cette présentation en redemandant à Dominique de venir nous présenter la Maison des soignants. C'est une initiative qu'on a portée avec la CPTS, il va vous expliquer. L'objectif étant en fait actuellement sur la CPTS, on est en réflexion pour faire un projet qui s'appelle le projet Arc-en-Ciel. Chaque mois, c'était de faire un thème de prévention et on avait dit que février, ça serait la santé mentale. On voulait commencer en marquant le coup avec cette réunion sur la santé mentale des soignants. Donc la CPTS s'est intégrée dans ce cadre-là et on a fait un partenariat avec la Maison des soignants. J'ai juste oublié un truc qui est important pour les médecins et pour les infirmiers. Quand je vous dis dans l'équilibre, on travaille en sécurité, c'est que tout ce qui est rôle propre, on a juste besoin d'une ordonnance soins infirmiers. Voilà. Et comme ça, on ne dérange pas les médecins 50 fois pour dire on n'a pas l'ordonnance qu'il nous faut pour avoir des indus. Une ordonnance soins infirmiers, ça nous suffit. C'est important à savoir. Et pour nos médecins qui ont l'habitude de travailler, c'est assez cool. Voilà, excusez-moi. Donc la Maison des soignants, ça s'appelait avant SPS, Soins aux professionnels de la santé. C'est une petite association on vient de fêter les 10 ans. Avec toutes les enquêtes qu'on a fait, des recherches qui ont été faites, maintenant on s'appelle Institut pour la santé des soignants. Donc depuis la semaine dernière, on est partenaire avec la CPTS, ce qui est très bien. En fait, on recherche en fait des partenariats plutôt avec les CPTS puisqu'on peut toucher beaucoup de monde, beaucoup de professionnels de santé. Et dans le Gard, on a beaucoup de contacts avec les CPTS, donc c'est très bien que la Cévenol soit partenaire. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler ensemble pour la santé des soignants. J'inventerai rien quand je vous dis que le monde de la santé souffre, que beaucoup de soignants sont en difficulté.
On a été connu d'abord avec un numéro vert qui est le 0805 23 23 36, qui est en fonctionnement 24 heures sur 24. Il y a 150 psychologues cliniciennes qui répondent aux professionnels de santé en difficulté. On est une des seules qui répond 24 heures sur 24. Tout simplement, c'est que quand les psychologues rentrent pour travailler sur la plateforme, ils signent une charte et s'ils ne répondent pas à un appel, ils sont écartés de la plateforme. Ça marche très bien. Et en fait, donc de jour comme de nuit, on répond à tous les professionnels de santé. Il y a 3 catégories de professionnels qui souffrent le plus. Je vous apprendrai rien. C'est infirmiers, aides-soignants, médecins. En 10 ans, on a plus de 40 000 appels sur la plateforme. Tous les ans, il y a à peu près 27 à 30% d'infirmiers, autour de 23% d'aides-soignants et 20% de médecins. On a 70% des appelants qui sont salariés et 30% des appelants qui sont libéraux. La plateforme est là pour les écouter, pour les informer. Il y a plusieurs niveaux. Donc, si vous avez des collègues, des connaissances soignantes qui sont en difficulté, n'hésitez pas à leur dire d'appeler la plateforme. Ils seront très, très bien accueillis. Ça peut être de l'information, de l'orientation, des conseils. Après, ça peut être d'être redirigé vers des psychologues ou des médecins généralistes formés aux problèmes de santé des soignants. Si c'est plus important et qu'on arrive dans les addictions et les crises suicidaires, c'est vers une cellule qu'on a au niveau national avec un médecin généraliste et 2 psychiatres qui, dans ce cas-là, si la personne est en crise suicidaire et notifie bien le mot suicide, elle est automatiquement renvoyée vers ces 3 personnes-là pour déminer la crise, pour éviter le passage à l'acte. Et en dernier niveau, depuis qu'on a créé SPS, on a 10 à 12 services de soins qui sont réservés pour les soignants. Pour nous, le plus près, c'est Villeneuve-les-Avignon, où là, c'est que des soignants qui font partie des patients. Et c'est une sécurité aussi, c'est jamais facile quand on n'est pas bien, d'être au milieu des autres ou de dire moi, je suis infirmier, je suis médecin, je ne suis pas bien. Là, c'est des services qui sont dédiés pour les professionnels de santé. Voilà. Donc là, les gens, enfin, Amandine, Mylène vous expliqueront un petit peu. Il y a 2 niveaux pour on est adhérent ou on n'est pas adhérent. Il y a des autotests sur le sommeil, sur le burn-out, sur l'épuisement. Il y a une 30aine de fiches pratiques sur l'activité physique, sur les addictions. Vous travaillez dessus, vous pourrez dire ce que vous en pensez. Il y a des groupes de parole, 1 par mois. Il suffit de s'inscrire pour participer au groupe de parole. Et après, si vous êtes en étant partenaire avec la CPTS, chaque adhérent a un code de connexion. Et là, vous avez accès à tous les replays, à toutes les fiches pratiques, à tous les autotests. Et il y a des formations qui peuvent être faites in situ et même d'autres pensées avec vous s'il y en a besoin. Voilà. Que dire de plus donc, à part cet accompagnement-là, après, il y a les parcours. Avant, on avait des parcours avec activité physique, quelques petites choses comme ça. Et en fait, suite au rapport ministériel sur la santé des soignants, la mauvaise santé des soignants, la DGOS a réuni des experts, et SPS a fait partie des experts, pour voir ce qu'on pourrait faire pour améliorer la santé des soignants. Et il y avait tous les intervenants, il y avait des médecins, des psychologues, des pharmaciens. Enfin, à savoir que pour nous, professionnels de la santé, ça va du professeur de médecine à l'agent d'entretien qui travaille autour d'un patient. Les secrétaires médicales et tout sont considérés comme des soignants. Donc on a 120 professions recensées qui peuvent accéder au service de SPS. Et donc, suite à cette enquête et à ces travaux de la DGOS, il a été décidé de proposer des parcours de santé. Donc, vous les avez à l'écran, mobilité, alimentation, équilibre. Alors, là, c'est pas l'équilibre pour jouer à la balle, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle pour bien faire la séparation entre les deux et de ne pas se faire bouffer comme ça nous arrive dans nos activités des fois. Le sommeil, la santé des femmes qui est très importante et la respiration. Ça, c'est à peu près un atelier par mois sur l'année. Il y a 9 ateliers qui ont lieu de 13h à 13h45 parce que
le parcours activité physique de l'année dernière que vous pouvez voir en replay en tant que partenaire. On avait testé à le faire sur le créneau 15h, 15h20. Et on s'est aperçu que dans certaines structures, les gens s'étaient réunis pour participer aux ateliers ensemble. Donc c'était assez sympa. Donc en fait, là, pour ces parcours santé, alors si vous vous inscrivez, vous allez voir sur les parcours, je m'inscris pour tel atelier. Si vous ne pouvez pas participer ou si vous en avez loupé un, vous avez tous les replays. Et en fait, le but, c'est que la DGOS veut, si les parcours de santé sont pertinents, labelliser les associations qui font ces parcours de santé. Donc, je vous encourage à vous inscrire parce que SPS, on aimerait bien être labellisé parce qu'on prend soin des soignants, comme la plateforme l'a été. Voilà, et je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai pas oublié quelque chose? Ah si, juste une chose. Comme je vous l'ai dit, en fait, les psychologues réorientent, si besoin, vers des professionnels de santé. Alors, ça peut être soit en visio, soit en local, si on a des représentants qui sont volontaires. Dans le Gard, on n'en a pas beaucoup actuellement. Et donc, s'il y a des psychologues qui sont très touchés par la santé des soignants, des médecins généralistes, pareil, et des psychiatres, ils peuvent s'inscrire pour être sur la plateforme. Et en fait, on a une application et quand ils sont disponibles, il suffit de se mettre disponible. Et quand ils ne sont pas là, ils mettent absent. Comme ça, si des psychologues voient quelqu'un d'Alès et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas trop loin, c'est pas de bol, en ce moment il est absent, tiens, là il est disponible, vous pouvez déjà prendre contact dès maintenant. Et la dernière chose, on a ouvert au niveau national la maison des soignants à Paris d'abord et dans Grand Est depuis le mois d'octobre. Et on est en train de se battre, nous, l'équipe Occitanie, pour en ouvrir une en Occitanie. Alors, on a des très bons contacts avec la Béziers. Il y a l'hôpital de Béziers qui a un super directeur, qui est très sensible, qui est docteur en psychologie, qui est très sensible à la santé des soignants, qui nous a ouvert les portes. Il a déjà fait énormément sur son hôpital. Si vous passez par Béziers, vous pouvez aller voir. Il a formé des éclaireurs, des sentinelles comme nous pour voir, pour passer dans les services si tout le monde allait bien, pour repérer si quelqu'un n'allait pas bien. Il y a un travail entre la médecine du travail et le service de la prise en charge des soignants. Et ils ont tout un pavillon à l'entrée de l'hôpital, mais hors de l'hôpital, où les gens peuvent venir pour de la sophrologie, des massages californiens, un instant détente dans la bibliothèque, prendre un café. Les chefs de la cuisine de l'hôpital viennent des fois pour faire des recettes avec les gens, pour leur changer les idées. C'est génial. Et donc, on est partenaire avec eux. Et donc là, on a visité des locaux. Il y a la mairie de Béziers qui nous accueille les bras ouverts et la RS qui est prête aussi à financer. Donc, on aura peut-être la première maison des soignants à Béziers. Alors, vous allez me dire, on est à l'Est, Béziers, c'est gentil, mais c'est assez loin. Donc, on est en train de voir pour Montpellier aussi. On a des contacts. Et en inter-CPTS dans le Gard, comme on a avec la CPTS Regard, avec qui on est partenaire depuis 3 ans, notamment pour la course qu'ils organisent le 25 avril. Si vous voulez venir courir un peu pour la santé des soignants, on sera là. Il y a la CPTS Nemosus, il y a Châtaigne et Micoucoul, peut-être bientôt entre 16 et Gardon, maintenant la Cévenole. En fait, on a participé à une journée des soignants, 2 journées des soignants en Lozère à la demande de l'ARS. Et il y avait les CPTS Regard qui étaient là et qui a dit mais pourquoi pas nous? Et en fait, le but, on a 2 buts dans le Gard, c'est d'ouvrir une antenne de la maison des soignants avec l'inter-CPTS. Et deuxièmement, on organise de temps en temps des journées d'échange et d'ateliers dynamiques un peu partout. Et donc là, il y a le CHU de Nîmes qui serait prêt à nous accueillir. Et donc là, c'est ouvert à tous les soignants, mais encore plus à tous les partenaires. Je crois que j'ai été complet. Merci de votre accueil. Du coup, on a adhéré la semaine dernière. On a des logins pour le site internet au nom de chaque adhérent de la CPTS. Ils vous seront communiqués par mail après la réunion dans les prochains jours avec tous les documents numériques qu'on aura joints. Et du coup, vous pourrez chacun, individuellement, aller sur votre interface
site internet avec votre login personnalisé et pouvoir prendre les ressources que vous souhaiterez prendre parmi tout ce que Dominique vient de vous présenter. Je laisse Mylène conclure. Je vous remercie tous. Alors, quelques petites informations avant de vous laisser partir. Donc, vous avez des feuilles de présence au hall de sortie. Ce serait donc important de les remplir pour pouvoir bénéficier de ces, comme on me disait, ces retours mail avec toutes les informations utiles. Si vous n'avez pas récupéré de sacs en toile, ils sont maintenant juste là sur la table. Vous avez donc les flyers utiles aussi dans ces sacs, n'hésitez pas. Vous avez dans le hall de sortie le QR code pour l'inscription au groupe de réflexion pharmacie que Pauline Lorès a présenté. Bon, vous avez aussi le temps et voilà, vous aurez d'autres moyens pour vous inscrire, mais vous avez cette possibilité-là. Si vous avez des idées d'actions, de projets ou simplement des suggestions, nous sommes ouverts à entendre. Et donc, vous avez une urne avec des papiers à remplir ou la version dématérialisée avec un QR code. Si vous désirez adhérer à la CPTS La Cévenole, vous avez également des bulletins papier au hall d'entrée ou la version dématérialisée avec le QR code. Adhérer à la CPTS, ça peut vous permettre d'être porteur de projets, ça peut vous permettre d'intégrer des groupes de réflexion ou de participer à des actions. Ça peut aussi simplement vous permettre d'être à jour sur des actualités du territoire concernant des projets, des actions en santé. Voilà, et donc pour terminer, nous avons, la CPTS vous offre avec grand plaisir un buffet convivial et ce serait l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Donc ce buffet, et donc il est situé à la brasserie BHVC. La brasserie juste en sortant à droite. Ouais. Donc nous vous offrons soft et buffet à volonté. Pour des raisons de responsabilité, les boissons alcoolisées sont à votre initiative. Et donc, comme disait Amandine, la brasserie, c'est vraiment à votre sortie, collé vraiment au Capitole sur votre droite. Et nous vous attendons avec grand plaisir. Merci à tous. Merci.